Route nationale 10 à hauteur de Rambouillet. Le capitaine Colorig et les gendarmes de la sécurité routière ne sont pas en embuscade par hasard. Cette longue ligne droite est en effet l'un des plus gros points noirs du département des Yvelines. Ici l'an dernier, 6 personnes ont perdu la vie. La raison est invariablement la même, la vitesse excessive. La Hyundai, là, la 4x4. Allez-y, 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 allez-y. Ah bon, ben tournez, hein, tournez. Allez-y, allez-y. Ce 4x4 gris a été contrôlé à 131 km/h au lieu des 90 réglementaires. La nouvelle loi est claire, si l'on roule à plus de 40 km/h au-dessus de la limite autorisée, le permis est retiré sur le champ. 131, 190. Cet homme a dépassé la limite de 41 km/h. Il va donc perdre son permis pour 1 km/h. Capitaine, à partir de 40 km/h, vous retirez le permis Immédiatement. C'est un peu dur ça quand même, non? Non. Non, non. C'est moins dur que d'avoir un accident et d'y perdre la vie avec toute sa famille. Là, c'est une conséquence positive de son excès de vitesse. Si on l'avait laissé rouler à cette vitesse-là, peut-être qu'il aurait tué quelqu'un en face ou qu'il se serait tué lui-même ou tué sa famille. Donc c'est pas dur, c'est beaucoup moins dur qu'un enterrement. Non seulement ce conducteur a commis un excès de vitesse important, mais il va en plus essayer de marchander avec le capitaine. Non, mais je comprends pas. Non, mais vous vous rendez compte, sur le plan boulot, c'est une catastrophe complète. Je veux dire, j'ai une entreprise et tout qui compte sur moi, qui est récente. C'est une catastrophe. Monsieur, je suis conscient que pour vous, ça peut être une catastrophe. Pour moi, la catastrophe dans mon métier, c'est l'accident. Si je vous ai arrêté, c'est que j'ai pas l'intention, 5 minutes après, de vous faire un cadeau en vous disant « Tenez, on vous rend votre permis ». Sinon, moi, je vais juste... Ah, mais je n'ai pas le droit de vous relever une vitesse inférieure. Attendez, vous me demandez de faire un faux, là. Vous voulez que j'aille en prison? Je ne vais pas aller en prison. Bon, ben voilà. Hein? Là, vous vous rendez quand même compte que c'est l'insécurité, la délinquance routière est essentiellement comportementale. Et il demande même, tiens, vous ne pouvez pas me baisser la vitesse de 10, comme ça vous ne gardez pas mon permis. Enfin, on n'est pas dans une république bananière ici. Ah, moi, ça me met hors de moi quand on voit des choses comme ça. Vous ne croyez pas qu'on n'a pas la rage au ventre quand on va ramasser une famille décimée dans une carcasse de voiture? Et quelques minutes plus tard, un autre excès de vitesse encore plus grave est enregistré par le radar laser. 139 km/h. Cette fois, il s'agit d'une famille un peu trop pressée de partir en vacances. La vitesse est limitée à 90 km/h et monsieur a été contrôlé à 139 km/h. Voilà, vous me suivez, s'il vous plaît? Votre épouse a le permis de conduire? Oui. Bien. On va vous retirer immédiatement votre permis de conduire pour une durée qui peut aller jusqu'à 6 mois. Le capitaine ne se contente pas d'appliquer la loi. À chaque fois, il insiste sur la gravité des faits. La délinquance routière peut tuer. Je suis arrivé, il y a un mec bourré qui est rentré dans une voiture. La maman, la fille de 17 ans, le fils de 14 ans sont morts sur le coup. Enfin non, le gamin, il n'est pas mort sur le coup, il est mort 2 jours après. Il a vu sa famille morte et il hurlait, il hurlait, il hurlait. Et il est mort quand même à l'hôpital. Hein. Et le mec en face a pratiquement rien, il avait 2 grammes et il a tué une famille. Le père était parti de matin même en Espagne signer un contrat, le soir il enterrait sa famille. Vous comprenez, pour moi c'est... Voilà. Je suis content de discuter avec vous, je suis content de voir vos filles, elles sont magnifiques et tout ça. Je préfère que vous m'en vouliez d'avoir perdu votre permis, mais au moins je sais que vous êtes vivant. C'est important, capitaine, de discuter avec les gens. Oui, c'est important, essayer de faire passer le message. Hein, qui comprennent que ce n'est pas une mesure purement administrative, comprennent que c'est une mesure qui est destinée à leur sauver la vie. Il n'y a pas des gens qui pensent que vous remplissez un peu les caisses de l'État? Bah si, vous aurez toujours des gens pour penser ça. C'est des gens qui mourront sur la route. Voilà. À 35 ans, Laurent Colorig n'est pas un gendarme comme les autres. Diplômé de sciences politiques, titulaire d'un DEA de droit public, c'est par vocation qu'il s'est engagé dans la gendarmerie. La mission qu'il s'est assignée, réduire le nombre de morts sur les routes. Pour y parvenir, il est devenu un chasseur de chauffards. L'autoroute A7 dans la Drôme, à hauteur de Montélimar. Durant la période estivale, plus de 11 millions de véhicules transitent sur l'autoroute des vacances. Chaleur, fatigue, énervement, la moindre faute d'inattention peut provoquer un accident. Sur cette portion d'autoroute, une trentaine de gendarmes sont sur le pied de guerre 24 heures sur 24. Une patrouille vient d'être appelée en urgence pour une collision. Les 2 véhicules impliqués sont hors d'usage, mais les passagers ont eu de la chance. Ils s'en sortent sans une égratignure.
Les circonstances de l'accident sont claires. Cette voiture bleue a heurté la voiture grise qui tractait une caravane. Une famille belge qui descendait dans le sud de la France pour les vacances. Bon, apparemment, ce seraient les deux véhicules qui roulaient, l'un pour l'Opel sur la voie de droite, le second sur la voie du milieu. Et à un moment donné, les deux se sont touchés et se sont projetés, un sur la voie de la glissière droite et un sur la glissière gauche. Ah, c'est comme dans un cauchemar, il y a tout qui tourne et puis on s'arrête, on voit tous les véhicules qui arrivent sur vous. C'est comme un arrêt dans le temps en fait. Ça paraît vraiment irréel, on dirait un film, c'est comme un, je sais pas, un jeu PlayStation. C'est pas possible. T'as vu ça, tout le verre qui éclatait, on aurait dit que c'était vraiment comme une prise dans les films quoi. C'est un arrêt dans le temps. Qu'est-ce que vous avez vu, madame, vous? On a juste ressenti le choc, on roulait calmement, tranquillement sur la bande de droite. Et puis cette voiture bleue nous a heurté en plein fouet et la voiture, il y a tout qui a tourné quoi. Et tout qui a tourné. La voiture a pivoté. J'ai cru que j'allais y passer. J'allais pas s'y passer. Les vacances sont fichues. On est bénis parce que la caravane s'est retournée, la voiture est restée comme ça, elle ne s'est même pas retournée. On a eu vraiment beaucoup de chance. Heureusement que les voitures ne sont pas faites comme ça. La caravane finira à la casse et pour cette famille belge, les vacances se terminent avant même d'avoir commencé. Un peu plus tard, un autre accident est signalé. Comme à chaque fois, un bouchon se forme immédiatement, provoquant un risque de suraccident. C'est encore une caravane. Cette fois, il semble qu'elle se soit renversée toute seule au milieu de la chaussée, mais le couple de vacanciers hollandais est sain et sauf. Ça va, tout va bien. Mais les vacances, c'est terminé. C'était le début des vacances. Le premier jour. Non, le deuxième. Vous venez d'où? De Hollande. Et vous alliez où? Nous descendions en Espagne. Ma voiture a eu un problème à l'avant. Peut-être un pneu qui a éclaté. Nous roulions à 80-90 km/h, pas plus. Et puis nous avons zigzagué de part et d'autre. Les Hollandais remercient l'un des rares automobilistes à s'être arrêté pour venir à leur secours. Vous avez vu quelque chose, monsieur? Ah, de loin. Mais par contre, ce que j'ai vu, c'est comme tout bon français, personne ne s'arrête. Et vous, sauf vous êtes arrêté? deux médecins, que je tiens à complimenter quand même. Pour ce couple de vacanciers hollandais, c'est aussi la fin du voyage. Comment expliquer que les caravanes soient si exposées? Par leur légèreté et peut-être par l'inefficacité des gens qui les conduisent. Parce qu'ils n'ont peut-être pas l'habitude de les conduire tous les jours. Ils ont une caravane qui pèse environ 700 kg, des fois plus parce qu'elle est des fois chargée. Ils conduisent ça qu'une fois par an, quoi. Donc sur des grands parcours et la fatigue est là et peut-être un assouplissement, on ne sait pas. Ce constat amène à poser une question. Faut-il imposer un permis particulier aux conducteurs de caravane? Avant de rentrer en Hollande, le malheureux vacancier, soucieux de la sécurité des autres automobilistes, enlève lui-même les traces de l'accident. Les gendarmes de l'autoroute n'interviennent pas seulement après l'accident, ils essayent surtout d'intervenir avant. Les hommes de la brigade rapide d'intervention sont des gendarmes d'un genre un peu particulier. Ils ont suivi une formation sur circuit et sont dotés de voitures spéciales qu'ils pilotent à plus de 230 km/h. Au cours de la patrouille, la brigade rapide aperçoit un véhicule en détresse sur la bande d'arrêt d'urgence. C'est quoi ce bazar? C'est pas. Une voiture qui brûle. Ouais, c'est la BRI là, on est en sud-nord à la sortie d'Air d'Allan de Montélimar et tu as un véhicule qui prend feu, à Sénic. Tu peux pas l'arrêter? Et non, du coup, on peut pas l'arrêter, parce que comme ça. Tu peux pas l'arrêter? Non, non, j'ai enlevé les clés, j'ai cassé les clés de la voiture, ça arrête pas. Le moteur de cette voiture s'est emballé, le conducteur a tout essayé pour l'arrêter. Il craque. Calmez-vous là, monsieur, là, calmez-vous là.
Restez par ici. Il n'y a plus moyen de faire quelque Pris chose, de hein panique, l'homme a pourtant eu le bon réflexe. Il a mis sa famille à l'abri derrière la glissière de sécurité. Bizarrement, le moteur s'arrête tout seul au bout d'un moment. Le conducteur n'a toujours pas compris ce qui s'est passé. Et ben donc je roulais, j'étais sur la deuxième voie. Et d'un seul coup, mon véhicule a commencé à s'emballer. D'abord, il s'est étouffé. Ensuite, il s'est emballé. Il s'est mis à fumer tout blanc. Donc, je me suis rabattu sur le côté dès que j'ai eu un petit espace pour me mettre. Je me suis mis sur le côté. J'ai coupé le contact. Elle continue à tourner. J'ai enlevé les clés, elle continue à tourner. J'ai cassé la cause de batterie, elle continue encore à tourner. Donc, j'ai tout vidé la voiture, j'ai enlevé les enfants et tout. Et... Finalement, elle s'est arrêtée. Oui, mais elle a mis le temps. Ouais. Ça aurait pu être plus grave, ce type d'incident? Bah, disons que là, le véhicule s'est arrêté tout seul, donc on a eu de la chance, quoi. Mais c'est vrai que s'il avait continué, je pense qu'il aurait pris feu, quoi. Cette famille n'a plus qu'à attendre la dépanneuse. La relève arrive et la brigade rapide d'intervention peut reprendre sa patrouille. Avec la nuit, d'autres dangers menacent les automobilistes. Le trafic est moins dense, mais c'est l'heure où les fous de vitesse en profitent pour se lâcher. Qu'est-ce que vous avez repéré là? Un véhicule, un Renault Espace qui roule un petit peu vite, donc on va aller voir à combien il circule. Là on est à 200, un peu plus de 200 là, et vous voyez on ne le remonte pas le véhicule, hein. Très très légèrement quoi. Ça veut dire qu'il roule au moins à 180 km/h? Environ ouais. Là on est à 200, toujours compteur, on est derrière. Il a du mal à relancer un peu. Vous allez l'arrêter là? On va le contrôler ouais. Au bout de quelques minutes, les gendarmes parviennent quand même à remonter à la hauteur du véhicule. Cette fois, ce n'est plus une famille de vacanciers, mais un homme seul, de nationalité portugaise, qui se rend à Toulouse pour son travail. On vous contrôle pour la vitesse. Vous savez à combien c'est limité la vitesse sur l'autoroute en France? Combien? 130. Et vous roulez, là, on vous suit là, à 180, 190, 200 km/h compteur. 200? Ouais. Pas mal. Donc vous allez faire l'objet d'un procès verbal. Il va falloir payer 90 € sur place. Ce chauffard a de la chance, le compteur des gendarmes n'est pas considéré par la loi comme une preuve scientifique. S'il avait été flashé par un radar, il aurait dû payer 750 € au lieu de 90. Là, comme le monsieur est étranger, il doit payer tout de suite. Il doit s'acquitter de l'amende sur place, oui. Sinon, on retient le véhicule. Donc il va falloir rouler moins vite. Hein. Pour les automobilistes, le danger ne vient pas seulement de la route, il existe aussi sur les aires de repos. La nuit, des voleurs profitent du sommeil des vacanciers pour les détrousser. Les gendarmes patrouillent dans les endroits les moins éclairés, les plus à l'écart. Une pochette sur le fauteuil. Je sais pas ce que c'est. Vous voyez rien? Ils vous ont pas reconnu? Non, il y a des fois, les gens ne reconnaissent pas, ils veulent pas ouvrir. Ici, vous êtes trop vulnérable. Ok, il n'y a pas d'éclairage. Bon, on a pas mal de vols dans les camping-cars en ce moment. Ah, donc on préconise aux gens de se mettre devant la cafétéria. Donc il y a plus d'éclairage. Il est 3 h du matin. La surveillance se poursuit jusqu'à cet appel du chef de poste. Oui, allô? Oui. Accident 125 nord-sud. Ok, bon, on y va de suite. Allez. Nord-sud, c'est le sens Paris-Province. Le PK 125, c'est le point kilométrique où vient de se produire un accident. À cette heure tardive de la nuit, il ne faudra que quelques minutes aux gendarmes pour rejoindre le PK 125. Ah oui, évidemment, c'est carrément au milieu là. Ah oui, en effet. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe. Dès leur arrivée, les gendarmes sont rassurés. Les 2 victimes sont sorties indemnes de l'accident. Monsieur, bonjour. C'est vous qui êtes dans le véhicule? C'est moi qui étais le conducteur, ouais. D'accord, vous avez rien du tout, ça va apparemment? Rien, bon, légère contracture et puis une Ok. au doigt. Bon, restez sur le côté. Autant la voiture est bousillée, autant nous on a eu un vol assez monstrueux. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai doublé un camion, je pense que je l'ai serré d'un peu près. Ouais, vous l'avez touché? Et on a tapé dans la roue en fait. Et on est parti sur le toit directement. Ah ouais. Les 2 hommes sont des militaires. Ils reviennent du défilé du 14 juillet à Paris. Ah là, vous avez fait un beau vol là. Impressionnant là, hein? Ah là, c'est impressionnant, ouais. Bon, c'est bon, il n'y a pas de WC. Vous voyez, comme quoi souvent, on voit souvent les véhicules dans un mauvais état et en fait les gens n'ont absolument rien, heureusement d'ailleurs.
arrivé à la hauteur du camion. C'est là que je me suis rapproché en fait du camion. Alors est-ce que j'étais trop près? Est-ce que j'avais une route un peu convergente? Je sais pas. Et c'est là que j'ai tapé dans la route. Le conducteur du poids lourd, de nationalité espagnole, a eu à peine le temps de voir la voiture se projeter dans ses roues. Vous l'avez vu arriver dans le rétro? Vous l'avez vu arriver dans le rétroviseur? Le rétroviseur? Ouais. Bling, bling, bling. Ici, là, il a tapé là et... Une fois retournée, la voiture a glissé sur le toit sur une distance de plus de 30 mètres. Cause principale de l'accident, probablement la fatigue. Alors on se rend quand même un peu plus compte que le conducteur et le passager ont eu de la chance. Hein. Quand on voit l'état de l'habitacle... Ils avaient leur ceinture? Tout à fait. Hein. C'est ce qu'ils nous disent, ils étaient attachés. Et je pense que ça leur a éventuellement sauvé la vie, en quelque sorte. Hein. Parce que ils auraient pu être éjectés par le pare-brise. L'an dernier, 7655 personnes sont mortes sur les routes françaises. Près de 1000 auraient pu être sauvées si elles avaient attaché leur ceinture de sécurité. À Versailles, le capitaine Colorig met à jour ses statistiques. Un outil de travail qu'il utilise pour diminuer le nombre d'accidents dans son département. Le système est simple, une carte routière et des vignettes de couleurs. Simple, mais efficace. Vous voyez, une fois que sur une année, j'ai bien étudié les points accidentogènes, les nœuds accidentogènes et les créneaux horaires dans lesquels ils ont lieu, j'ai demandé à mes commandants d'unité de prendre en compte cette carte, ces données, et d'aller me faire des frappes chirurgicales aux endroits où j'avais le plus d'accidents. Grâce à ce système, les actions de sécurité routière ne sont plus seulement menées au hasard ou à l'intuition. Elles se font de manière rationnelle. Vous voyez, on a 4 accidents, 2 pour des causes inconnues et 2 liés à la vitesse. C'est mieux que les 9 accidents qu'on avait eus sur une année. La RN10, sur une année, j'avais quand même eu 4 accidents mortels. Et 8 accidents corporels. Là, sur une année, je n'ai que 2 accidents corporels. Et aucun mortel. En 2002, j'ai 60 accidents de moins et 15 tués de moins par rapport aux chiffres de 2001. Vous avez combien de morts en 2002? En 2002, je n'ai que 25 morts. C'est beaucoup, mais c'est déjà 15 de moins. J'ai encore beaucoup de travail à faire puisque le chiffre idéal, c'est 0 mort. Espérons qu'on y arrivera un jour. C'est pas utopique? Non, c'est pas utopique parce que l'accidentologie n'est essentiellement liée qu'à un problème comportemental. À partir du moment où on aura réussi à faire changer le comportement des gens, on pourra tendre vers un nombre minimum de morts. Forcément, 0, c'est toujours utopique. Mais faire baisser, ce n'est pas utopique. Application pratique. Sur la carte du capitaine Colorig, ce rond-point est entouré de pastilles rouges, la couleur des accidents mortels. La plupart ont lieu la nuit et un quart d'entre eux sont dus à l'alcool, le problème numéro 2, après la vitesse. En France, près de 30% des accidents mortels sont causés par des conducteurs qui ont dépassé la limite autorisée de 0,5 g d'alcool dans le sang. J'ai vu une soirée où on a fait 15 alcoolémies. On a été obligé d'arrêter d'ailleurs parce qu'on ne pouvait plus fournir. Hein. On a eu 15 alcoolémies. Mais c'était une sortie de boîte. On a triché un peu. Ce soir, les gendarmes sont surtout là pour lutter contre l'alcool au volant. Mais le capitaine ne laisse rien passer. Fermez votre casque. C'est pas un bonnet que vous avez, c'est un casque. Et ouais, si vous tombez, c'est le premier qui va tomber, c'est le casque. Et vous tomberez juste derrière, donc comme si vous n'aviez pas de casque. Une grosse aspiration. Merci. Comme le capitaine l'avait prévu, les contrôles ne sont pas inutiles à ce carrefour. Vous avez consommé de l'alcool ce soir? Un petit peu. Ah, c'est quoi un petit peu? J'ai dû boire 2-3 verres. 2-3 verres? 2-3 verres de quoi? De whisky. De whisky? Ouais. Vous voyez où est le fourgon de la gendarmerie là-bas? Vous allez vous garer devant. Le ballon a légèrement viré au vert, mais c'est l'éthylomètre qui doit donner confirmation de la mesure. Je vais vous demander de souffler dedans. Longtemps, hein, je vous dirai d'arrêter. Hein. C'est bon. Voilà, et donc on va voir le taux
le taux d'alcoolémie à l'air expiré qui va monter. Ça, c'est très fiable? C'est fiable. Là, il ne faut pas dépasser combien? Là, il ne faut pas qu'il dépasse 0,25 à l'air expiré. Il faut multiplier par 2 pour avoir le taux. Voilà, 0,68. Vous n'avez droit qu'à 0,5. Ça fait beaucoup. Vous êtes dans le cadre de la contravention qu'on va vous rédiger. Il était temps de vous arrêter. Hein. Au-dessus, à 0,40, c'était le retrait de permis. En plus, c'est mon travail. Donc, et c'était la garde à vue. Hein? Donc perdre 3 points sur un permis quand on a besoin du permis pour travailler, je pense que ça va le faire réfléchir et qu'il va comprendre que s'il veut garder son permis, s'il veut rester vivant, s'il veut rester en bonne santé, il ne faut pas consommer d'alcool avant de prendre le volant. C'est quoi là? Ça fait 0,70. C'est un repas arrosé. Pas trop arrosé. Vous avez bu quoi, monsieur, comme alcool? Ou une coupe de champagne ou deux, plus de verre de vin en mangeant, quoi. Et ça suffit. Heureusement pour lui, ce conducteur ne dépasse pas les 0,8 g. Il gardera donc son permis de conduire, mais perdra quand même 90 € et 3 points. Comme beaucoup de conducteurs, il n'a aucune idée du taux d'alcool qu'il a absorbé pendant son repas. Vous pensiez être à 0,5 ou en dessous? Je ne pensais pas, dans le sens où effectivement il y a de la prévention par rapport à l'alcool, c'est vrai. Maintenant, je ne sais pas à quoi ça correspond au niveau du nombre de verres. Effectivement, 2 coupes de champagne, 2 verres de vin. En toute bonne foi. Avec votre respect, pendant un repas, c'est ce qu'on prend, quoi. Moi, je serais pour un taux 0. Comme ça, il n'y aurait pas d'ambiguïté. Hein, parce que là, 0,5, en fonction de l'âge, de la corpulence, du sexe, pour certains, c'est 3 verres de vin, pour d'autres, c'est 2 whisky, 3 verres de vin. Et donc, les gens, ils croient toujours être dans les marges en disant, mais de toute manière, moi, je tiens mieux que tout le monde. Avec un taux à 0, au moins, il n'y a plus d'ambiguïté. Même un demi-verre de vin, que vous soyez grand, petit, gros, maigre, vous savez que vous n'êtes pas bon pour prendre le volant. Et au moins, il n'y a plus de questions à se poser. Ce soir-là, les 2 roues n'échappent pas au contrôle. Et ouais. Du boulot, j'ai bu 3 verres, donc j'ai préféré m'arrêter, quoi. Alors, et pourquoi pas d'assurance? Bah, parce que j'ai pas de sous. Pas de sous? Pas de sous, pas de sous, pas de cyclo. Il n'y a pas d'assurance. Et en plus, il nous déclare avoir bu 3 verres de vodka. Voilà, donc on va constater si effectivement il est dans les normes de la loi ou pas. En tout cas, il est hors norme déjà au niveau de l'assurance. 0,49. C'est presque 1 gramme. Vous ramènerez le scooter à pied quand on aura fini notre procédure. Alors comme on va vous mettre en garde à vue et que ça peut durer quelques heures, voire jusqu'à demain matin, on vous suivra, mais demain matin seulement. Avec un taux supérieur à 0,8 g, le conducteur est placé en garde à vue, le temps de dissiper les vapeurs de l'alcool. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, il y a mieux que la vodka hein, quand même avant de prendre la route. Hein. Surtout sur un 2 roues, vous n'avez pas le même équilibre que sur 4. Hein. Non, mais je suis d'accord, mais je vous jure que ça va très très bien, quoi. Moi, franchement, vous pouvez faire n'importe quel test et tout, ça va super bien, je vous jure. Mais non, ça va pas bien, vous êtes... Ah si, mais je vous jure, monsieur. Non, on n'est pas aux États-Unis ici. Alors les tests comme ça sur la ligne blanche, ça marche pas. Non. Moi, c'est l'appareil électronique, terminé. Et je peux vous dire qu'avec le taux d'alcoolémie que vous avez, vos réflexes sont diminués de plus de moitié. Ce jeune homme va rester pendant plusieurs heures en garde à vue. Il sera convoqué plus tard au tribunal. C'est alors un juge qui décidera de la durée de son retrait de permis et du montant de l'amende qu'il devra acquitter pour consommation d'alcool et absence d'assurance. Bon, allez, soyons positifs. Vous êtes vivant, en bonne santé. Bon, voilà. Et j'espère, vous avez 23 ans. Eh bien, j'espère qu'à 23 ans, vous avez compris que tout le restant de votre vie, on ne boit plus une goutte d'alcool avant de prendre le volant. Ou le guidon. Hein? Allez, le gendarme va procéder à votre audition. Ça va bien se passer. Allez, bonne soirée, monsieur. Bonne soirée. C'est un petit jeune sympathique. Bon, il a fait une bêtise. Il a une démarche positive, il la reconnaît. Bon, maintenant, la loi est la loi, et qu'il soit sympathique ou pas, on va l'appliquer. Mais je pense que, vu son état d'esprit, ça va lui servir.
Et il n'est pas prêt, à mon avis, de reprendre une goutte d'alcool avant d'aller sur la route. C'est l'essentiel. En 2 heures, les gendarmes ont procédé à 7 retraites permis. Autoroute A6, péage de Saint-Arnoux en Yvelines. Le capitaine Colorig met en place une opération spéciale. Ce soir, il faut être équipé. Voilà, les gendarmes sont équipés de leur gilet pare-balles à porte discret. Ça va, là, il y a de quoi faire. Oui, là, ça va. Parce que vous pouvez avoir des mauvaises surprises sur ce type d'opération. Ah bah bien sûr. Des gens qui n'ont rien à perdre vont forcément tenter de forcer notre barrage. Pour cette opération, 40 gendarmes sont réquisitionnés. Au programme, vérification des permis de conduire, des assurances, des cartes grises, mais aussi fouille de tous les véhicules. Déjà, on ne pourra peut-être pas contrôler toutes les voitures qui vont passer. Donc il va falloir rapidement aller sur un contrôle, au feeling. Professionnalisme, rigueur. Et on n'a pas de résultat, tant mieux. On a du résultat, tant mieux aussi. Voilà. Pas de problème? Il est 0h40, ça tombe bien, on a 20 minutes pour tout mettre en place. Et on rentre dans notre mission. 1 heure du matin, tous les véhicules qui viennent du sud de la France vont être passés au peigne fin. À la sortie du péage, une seule voie possible, celle du contrôle. Et de la fouille avec Ramsès, le chien spécialisé dans la recherche de drogue. Dans ce type d'opération, les gendarmes ne sortent pas sans prendre quelques précautions. Ma mission, ça va être d'être derrière et de protéger les collègues. Avec un petit outil qui est très dissuasif. La nuit, la clientèle n'est pas la même que le jour. On connaît un petit peu les véhicules qui ont l'habitude de fuir notre contrôle. C'est lesquels? Oh, c'est des véhicules de grosse cylindrée généralement. Hein, et après, on a des... Je ne vais pas vous donner tous mes secrets, mais on a des petits détails qui font qu'on sent une affaire ou on ne la sent pas. Les premières fouilles commencent. Dans cette voiture hollandaise en provenance du Maroc, Ramsès a un doute. Assurance. Le chien est parfaitement entraîné pour détecter les odeurs suspectes. C'est quoi? Je sais pas encore. On va regarder ça. Apparemment c'est des épices, mais on peut cacher plein de choses dans des épices. Pas grave, merci. C'est des épices, je confirme. Très bien. Fausse alerte, cette fois ce n'était que du poivre. Quelques minutes plus tard, c'est une 205 blanche qui excite l'odorat de Ramsès. Sortez s'il vous plaît. Prenez votre sac. Cette fois, pas de doute, il y a bien une substance illicite à bord. Reste à trouver où elle se cache. Qu'est-ce qu'on a trouvé là? Dans la garniture de la portière, le maître chien trouve une boulette de hashish. Eh bien mon titi. Aïe. Voilà, oui. À qui? Ah, ça va faire longtemps qu'il y est. Ah bah ouais. C'est tard dans le cendrier aussi, ça fait longtemps qu'il y est. Non mais là... Ouais. Titi va peut-être nous en trouver d'autres. Titi va peut-être nous en trouver d'autres, non? Il a fait les personnes, non? Il va le faire après. Très bien. C'est quoi ça, capitaine? Du shit. Le capitaine Colorig redoute que le conducteur ait conduit sous l'emprise de la drogue. Est-ce que vous avez fumé avant de prendre le volant? Non. Qui conduisait? C'est moi. À la différence de l'alcool, les gendarmes sont incapables de détecter sur le bord de la route une éventuelle consommation de cannabis. Qu'est-ce que vous avez perdu là? Un papier de cigarette. Ben ouais, vous le ramassez et vous le mettez dans une poubelle. Sur l'autoroute, il n'y a pas de poubelle, je pense. Alors, ou vous le ramassez ou vous mettez un PV pour l'environnement. Et vous voulez... vous me cherchez, vous? Non, parce que si vous me cherchez, vous allez me trouver. Hein. Sans aucun problème. Hein. Ok? Non, mais je cherche personne. Ok, alors vous calmez avec vos réflexions, parce que l'outrage, ça existe pour vous aussi. Hein. Ok?
m'impressionnez pas avec votre casquette rouge là. Détention de cannabis, attitude provocante, ces jeunes ne semblent pas réaliser qu'ils sont en infraction. Et pour couronner le tout, les papiers de la voiture ne sont pas en règle. Alors je vais vous immobiliser la voiture et je vais la mettre en fourrière à vos frais. Ça, vous direz merci au petit malin qui est là. Voilà. Ouais, alors on fait comment pour me payer Eh le taxi peut-être? Ah non, le taxi, il est à vos frais. Ah mais vous pouvez dormir chez moi autant que vous voulez. Alors là, ça ne dérange pas, on est ouvert à 24h sur 24. J'ai besoin d'avoir des voitures qui sont en règle sur la route. Eh bien, vous allez la faire demain, vous revenez avec la carte grise, on vous rend la voiture. Terminé. Immobilisation immédiate de la voiture. Ça fait 6 mois qu'il n'a pas changé sa carte grise, il se mange des timbres tous les 15 jours. Le conducteur sera convoqué au tribunal dans quelques mois pour détention et usage de produits stupéfiants. Il est 2 h du matin, les voitures sont moins nombreuses. C'est à cette heure-là que certains prennent la route pour tenter d'éviter les contrôles. À la vue du chien, le propriétaire du véhicule a l'air tendu. Ramsès a gratté près de l'emplacement de l'autoradio. Son maître n'a plus qu'à trouver la planque. Cette fois encore, le chien a senti juste. C'est quoi ça? Oh. Bah, j'ai pas encore regardé, mais ça paraît pas mal. Pour l'instant, on a la capacité de vous dire ce qu'on a trouvé. À première vue, c'est quoi? Première vue, c'est de la drogue. À première vue. Maintenant, ça peut être des paquets de chewing-gum. Mais si le chien a marqué, je lui fais entièrement confiance. Comme à chaque prise, Ramsès est récompensé par son maître. Très bien ça. Oui. Pour le conducteur de la voiture, les ennuis ne font que commencer. Il avait pourtant bien dissimulé sa marchandise. C'est la fausse autoradio. C'est de rentrer à l'intérieur de l'autoradio. Ouais. L'intérieur est vide, rien. Ouais, d'accord. Vous voulez pas me dire où il y en a d'autres, là? Ça va nous faire gagner du temps. Je sais pas, monsieur, je sais pas. Un petit nécessaire. Un petit nécessaire. La petite trousse de première à marcher, première à fumer. Les premiers secours. En cas de déprime, un petit secours. Direction les locaux de la gendarmerie. Pour des affaires de produits stupéfiants, la garde à vue ne dure pas 48 heures, mais le double, soit 4 jours. Au travers des auditions, les gendarmes vont essayer de déterminer l'ampleur du trafic, la provenance de la marchandise et surtout sa destination. Vous savez ce qu'il y a là-dedans? C'est ce qu'on a trouvé dans votre voiture, vous vous rappelez? Oui, je sais, mais je sais pas, c'est quoi, je sais pas. Plus vous niez, plus vous vous enfoncez. C'est pas votre avantage de vous enfoncer. De toute manière, c'est vous qui étiez avec ça dans la voiture. Il n'y a aucune raison qu'on croit que c'est quelqu'un d'autre qui l'a mis dans votre voiture à votre place. Donc, ça fait 5 mois, c'est pas moi qui roule. C'est vous qui étiez dans la voiture? Bah ouais, mais je parle de Maroc. Oui. C'est pas moi qui roule dedans. Ça sent fort le thé, hein. Bon, on va essayer de la savonnette de shit. 10 savonnettes de cannabis pour un poids total d'1,5 kg. Valeur marchande 4 000 €, l'équivalent de 26 000 francs. Jugé en comparution immédiate, l'homme a été condamné à 1 an de prison, dont 4 mois avec sursis. Paris, boulevard périphérique, la voie la plus empruntée d'Europe, avec 1 200 000 véhicules par jour. La plus accidentogène aussi, près de 3 000 accidents l'an dernier, 6 morts et 38 blessés graves. Cette année, avec le renforcement des contrôles policiers, le nombre d'accidents a diminué de 20%. Aucun n'a été mortel. Il faut dire que la police du périphérique a mis en place un arsenal répressif sans précédent. Une centaine d'hommes mobilisés 24 heures sur 24, 8 radars fixes et même des voitures banalisées qui traquent les mauvais comportements. Vitesse, ceinture de sécurité, les équipages des voitures banalisées ne laissent rien passer. On va vous faire votre voiture, monsieur. Alors vous la mettez, s'il vous plaît,
Il lutte aussi contre le fléau des téléphones portables. Il a le téléphone. C'est lui là, c'est lui, c'est lui. Prenez-la. Bonjour monsieur, police nationale, vous allez sortir à la prochaine sortie. Passez devant, merci. Impossible de nier, le conducteur a été pris en flagrant délit, il obtempère, mais il va essayer d'attendrir les policiers pour éviter la contravention. C'est pas possible, j'allais pour un entretien d'embauche, je disais que j'allais être en retard, j'ai rendez-vous à midi et demi. Ne téléphone pas en circulant, monsieur. Comment? Mais j'étais, non, c'est bon, j'arrivais en retard pour mon entretien d'embauche. Ah oui, bon, on s'arrête et à ce moment-là, on passe à côté de téléphone. C'est pas possible. Il y a toujours moyen de s'arrêter, monsieur. Monsieur l'agent, j'ai une tonne de problèmes, c'est pas pour pleurer, je sais. Je sais la réflexion. Je suis en cas de divorce, j'ai des problèmes de pension, tout ça. J'ai perdu mon travail à cause du divorce. Tout ça. Et au jour d'aujourd'hui, voilà, la première des choses, on sort son carnet pour aller. Je n'ai rien fait et il y avait des embouteillages. Je roulais à 2 km à l'heure. Si ça roulait vite, je comprends, on ne peut pas réagir. Ça, je le conçois. Je roulais à 2 km à l'heure et là, je l'ai appelé pour dire. D'accord? Et c'est ça que je trouve ça. Avec la police, il n'y a jamais de dialogue. Jamais, jamais, jamais de dialogue. Chômeur, en instance de divorce, victime d'une femme tyrannique qui l'empêche de voir ses enfants, l'automobiliste ne ménage pas ses efforts pour amadouer les policiers. Il devra pourtant payer 90 € d'amende et perdra 2 points sur son permis de conduire. Paris, place de la République. En ville aussi, les accidents de la circulation peuvent être mortels. Ainsi, dans la capitale l'an dernier, 73 personnes ont perdu la vie sur la voie publique. Les victimes sont la plupart du temps des conducteurs de 2 roues et des piétons. Souvenez-vous, l'année dernière, nous avions placé nos caméras dans les grands axes parisiens pour filmer le comportement des usagers, des images éloquentes. Certains conducteurs, quand ils décident de s'arrêter, s'arrêtent n'importe comment. Par exemple, sur un passage piéton. Il faut dire que cette conductrice est très occupée. Nous la suivons depuis plus de 5 minutes et elle s'est concentrée sur son portable plutôt que sur son volant. Les feux rouges ne semblent pas l'arrêter. Seul son portable compte, qu'elle prend la précaution de cacher lorsqu'elle croise des policiers. Et tout de suite après, elle reprend ses mauvaises habitudes. Quelques minutes plus tard, cette jeune femme qui conduit comme un kamikaze se gare à sa façon, évidemment sur un bateau. Nous n'avons pas pu résister à l'envie de lui demander ce qu'elle pensait de sa manière de conduire. Bonjour. Bonjour. Je peux vous poser une petite question? Non. S'il vous plaît, juste une petite question. Qu'est-ce que c'est? Arrête de me filmer. Est-ce que vous pensez que vous êtes une bonne conductrice, madame? Vous m'entendez? Non. Le comportement de la dame au caniche peut paraître caricatural. Il est pourtant à l'image de bon nombre de conducteurs. Du coup, 40% des morts sur la voie publique à Paris sont des piétons. Autant dire que traverser un passage piéton à Paris réclame attention et prudence. Des conducteurs pressés qui prennent le risque de perdre leur permis, il y en a énormément. Beaucoup prennent aussi le risque de mettre des vies en danger. Il y a des gens qui utilisent la route comme un terrain de jeu. Moi, c'est mon travail, la route, et il y a des fautes qui ne me font pas rire du tout. Ce qui révolte particulièrement le capitaine, c'est le comportement des conducteurs de 2 roues. Sur sa mobilette, avec sa façon de conduire, sa durée de vie doit être de 3 mois à peu près. J'ai contre les motards qu'ils ont un petit peu trop tendance à se sentir impunis sur la route. Dans la région parisienne, près de la moitié des victimes de la circulation sont des conducteurs de 2 roues. Les livreurs de pizza, c'est affreux. Ils roulent sur le trottoir, ils remontent les sens interdits. Je crois que pour eux, le seul objectif, c'est que la pizza arrive chaude. Hein. Mais ce qui risque d'être froid à la fin de la journée, c'est eux. 1 an après notre première expérience, nous avons de nouveau dissimulé nos caméras dans les rues de Paris. Les comportements n'ont hélas pas changé. Feu rouge grillé, vitesse excessive, dépassement par la droite.
casque mal attaché, non-respect des piétons. Voici quelques-unes des infractions constatées. En ville, les règles de circulation, de priorité ou de simple courtoisie ont complètement disparu. Nous avons suivi des motards de la préfecture de police pour constater de visu les infractions qu'ils enregistrent, des plus banales aux plus dangereuses. La blanche là, la 106 blanche. Merci. Vous savez pourquoi on vous interpelle, non? Pas du tout. D'accord, vous avez franchi le feu là en descendant les Champs-Élysées, vous l'avez franchi au rouge. Vous l'avez regardé juste au moment où vous passiez. Je peux vous l'affirmer, monsieur. Bah là, c'est le cas flagrant d'une personne. Elle-même était convaincue, intimement convaincue qu'elle l'avait passé au vert, je le crois bien. Parce qu'elle suivait le flot de véhicules et en fait, elle a tout simplement pas regardé le feu. Mettez votre ceinture. Ouais, Charles, on pourrait rester en statique là à droite là. Bon monsieur, il faudrait un petit peu plus de vigilance là. Hein. Oui, surtout quand vous arrivez place de la République, vous vous rendez compte? J'étais perdu parce que je fallait que j'aille là-bas. Non mais le fait d'être perdu ne justifie rien, monsieur. Non, le feu, il est là, il est là. Hein. Si tous les gens perdus grillent les feux, là, on n'a vraiment pas fini. Hein. D'accord. Les policiers ont aussi constaté une augmentation des infractions au téléphone portable, en grande partie responsable des accidents et des tués en 2 roues. Bonjour monsieur, on va s'arrêter un petit peu plus loin. Je vais vous verbaliser pour le portable. Vous le coupez s'il vous plaît, vous mettez votre ceinture de sécurité. Vous avez votre carte grise qui est périmée depuis le 21 octobre. Votre permis de conduire, il est plus valide. Il faut que vous alliez le faire changer, c'est gratuit également. Je pense que là, vous cumulez un petit peu les infractions, monsieur. Une contravention de 90 € n'impressionne pas vraiment les conducteurs. Vous vous rendez compte, monsieur, vous passez à Place de l'Étoile. Vous avez vu la circulation qu'il y a là, Place de l'Étoile? Monsieur! Dès qu'il aperçoit le motard de la police, le conducteur de cette voiture rouge cache son téléphone portable. Il faut assumer un petit peu ce que vous faites. Vous comprenez? Le téléphone, il faut arrêter. D'accord? C'est trop dangereux. Vous ne savez pas conduire avec un téléphone, il faut arrêter. D'accord? Et c'est pas la peine de vous cacher comme un enfant pris en faute. Allez-y. Il y a les chauffards gênés, mais aussi les donneurs de leçons. Ah bon? Alors c'est normal de klaxonner. C'est pour la gronder? C'est pour la gronder? Et donc vous arrivez derrière, vous êtes pressé, donc vous voulez qu'elle dégage, donc vous klaxonnez. Absolument pas, monsieur. Le clac... Eh ben c'est malheureux de penser ça, monsieur. Monsieur, vous m'écoutez une minute, s'il vous plaît? Le klaxon, c'est seulement en cas de danger immédiat. Là, il n'y a pas de danger immédiat. Et il y a ceux aussi qui risquent la vie de leurs enfants. Bah oui, madame, il y a un problème, bien sûr. Vous avez vu, là? Vous avez un enfant de moins de 10 ans à l'avant, les autres sont à l'arrière, ils ne sont pas attachés. C'est effectivement un problème. Les petits trajets quotidiens, c'est vrai que c'est fastidieux de mettre et d'enlever les sièges. Et du coup, bah, elle préfère mettre ses sièges réhausseurs seulement sur les longs trajets. Petit déplacement, hein. Vous croyez que c'est sur les grands déplacements qu'il y a le plus de morts? C'est malheureux que je sois obligé de faire la morale à une mère de famille qui a 3 enfants, pas un seul attaché. Au moindre coup de frein brusque, même si c'est pas de votre faute, l'enfant il passe au travers du pare-brise. Vous savez le poids que ça prend un enfant projeté comme ça? Ça dépasse la tonne. Elle pense que ça ne lui arrivera pas à elle. C'est une démarche qui manque. Je pense que les gens n'ont pas un comportement assez adulte par rapport à la conduite, tout simplement. Regardez bien ces images. Les 2 véhicules roulent à 50 km/h, la vitesse autorisée en ville. Bien attaché dans un siège bébé placé à l'envers, l'enfant absorbe le choc et s'en sort sans la moindre blessure. A l'inverse, une enfant de 25 kg assise sur le siège arrière sans ceinture de sécurité est propulsée à l'avant de la voiture. Au moment où la petite fille s'écrase sur le pare-brise, elle pèse 1 tonne et son crâne va se briser sur le tableau de bord ou passer à travers la vitre. Alors un bon conseil, pour leur sauver la vie, attachez toujours vos enfants à l'arrière. À Paris, un service spécial de la police a été mis en place pour intervenir jour et nuit sur les accidents les plus graves. Les policiers agissent après l'intervention du SAMU. Un équipage vient d'être appelé,
boulevard des Maréchaux. C'est un accident entre un véhicule particulier et un scooter. Le scooter a été renversé par le véhicule qui a pris la fuite. Alors pour l'instant, on n'a pas d'immatriculation, on n'a pas de direction de fuite et il n'y a pas de témoin sur place. Donc on va voir ce qu'il en est. Salut. Alors, accident corporel de la circulation entre deux roues, Ouais. un véhicule en fuite. Il roulait entre les deux fils de circule Et une portière qui s'est ouverte. Une On ne sait portière pas qui s'est laquelle. ouverte. Gauche, droite, avant, on ne sait rien du tout. Une portière Sur cette s'est Golf ouverte. Voilà, sur cette Golf. Et ça a fait chuter le scooter, tout simplement. Le conducteur du scooter est indemne, mais sa passagère est dans un état grave, un hématome au cerveau. Alors, on a très peu d'informations. On sait que c'est une Golf verte avec 3 occupants. Et puis on n'en sait pas plus. Donc il y a 2 des occupants apparemment qui auraient pris la fuite par le métro. Donc la police les a vus, mais ils ont pris la fuite. Alors il semblerait qu'au départ, ils soient revenus sur les lieux de l'accident, qu'ils aient aidé plus ou moins les personnes blessées, et ensuite ils ont pris la fuite. Ou ils ont quelque chose à se reprocher, ou souvent ils ne veulent pas assumer leurs responsabilités. Le scooter circulait entre 2 files de voitures. Le conducteur a été surpris par l'ouverture d'une portière. Oui, mais c'est en vis-à-vis ou de ce côté-là? Le véhicule était à l'arrêt. Le passager arrière gauche donc, a ouvert la portière. Vous avez été déséquilibré. Je me suis pris la portière, mais je ne sais pas de quelle manière en fait. L'une des missions de ce service de police est de retracer les circonstances de l'accident. Mesurer la chaussée, relever la position des blessés et bien sûr trouver le moindre indice. Il y a un élément de véhicule qui est arraché ou qui a été touché? Une baguette qui a été jetée de l'autre côté de la rue là-bas. D'accord, donc elle provient du point de choc sur le côté gauche. Hein. D'accord. Les policiers vont retrouver cette baguette un peu plus loin. Les passagers de la Golf s'en étaient débarrassés dans une rue voisine. Sans doute ignorait-il que cette baguette peut constituer un indice précieux pour les enquêteurs. À côté d'un arbre, il a laissé des voitures. SP Nativité. Ouais, c'est ça, il l'a laissé. On l'a trouvé sur le trottoir, à côté de l'arbre. Et ça, c'est quoi? Ouais, SP Nativité. La baguette, un matricule. c'est la baguette ou le bas de pièce, on n'est pas sûr. Parce que la baguette, ça donnerait que ça va être trop longue. Mais à mon avis, c'est plus une protection. Ok, bon, c'est bon. Peut-être que donc, avec les recherches, on va pouvoir éventuellement retrouver le modèle du véhicule. On a des indices, effectivement, des numéros de série. Peut-être qu'il y a des empreintes. Bon, sur une baguette latérale, c'est pas toujours évident, c'est pas un endroit qu'on touche particulièrement, mais ça peut être exploitable. La jeune fille blessée sortira de l'hôpital une semaine plus tard avec une interruption temporaire de travail de 45 jours. Les policiers étaient sur le point de partir quand ils aperçoivent un peu plus loin une épaisse fumée. On nous a signalé un véhicule en feu, 200-300 mètres avant l'accident, donc apparemment dans le souterrain, il y aura un véhicule en feu. On n'en sait pas plus. La conductrice de la Super 5 a juste eu le temps de sortir de la voiture. Essaye de renforcer le verre. Hé, attrape mes gants dans la portière à droite. Qu'est-ce qui s'est passé, madame? Je sais pas. Tout d'un coup, ça a flambé. Ah oui, ça a commencé par fumer, et puis après ça a pris feu. Je sais pas ce qui s'est passé. Et vous, monsieur, vous êtes le camion? Non, moi, je suis passé, je l'ai vu, je me suis arrêté tout de suite pour parler de l'expectateur pour essayer de... J'ai mis mon camion en droite. Bon, les pompiers arrivent. Les pompiers arrivent, c'est bon. Vas-y, en bas, là, tout en bas, là, tout de suite. La voiture paraît difficilement réparable, même si un passant a eu les bons réflexes. J'étais en train de boire un café en face et on m'a dit qu'il y avait un incendie, donc j'ai pris l'extincteur du bar. C'est où les pompiers? Non, c'est au bar. Quand ils m'ont dit qu'il y avait un incendie, j'ai pris mon camion pour faire une protection plus rapprochée. Vous avez eu un bon réflexe, là, monsieur? Ben, vous savez, je fais de la route, alors on a l'habitude. Et là, il y a eu de la chance qu'il y ait des gens qui seraient intervenus tout de suite avec des extincteurs. Donc ça a permis de limiter la propagation du feu en attendant les secours. Mais c'est vrai que bon, ça représente toujours un danger. Ah, vous avez bien enchaîné, là? Là, oui. Et la journée n'est pas finie. Sur le chemin du retour, les policiers du service central des accidents vont en effet avoir une surprise. Une Golf verte égarée dans une station de lavage. Peut-être celle qui a pris la fuite
après avoir renversé le scooter. Le brigadier décide de la contrôler. Bonjour, c'est votre véhicule? En fait, il n'y a pas une, mais deux Golf vertes garées face à face. La première Golf verte est hors de cause. Les baguettes sont à leur place. Non, regarde, parce qu'il y a eu un accident et ça impliquait un véhicule qui ressemble au vôtre. Ah bon? Donc voilà, c'est tout. Mais sur la deuxième Golf verte, les baguettes ont disparu. Ouais, c'est tout. Là, c'est parce que normalement, il y a une baguette. Il y a une baguette là, il y a une baguette, c'est sûr là. Il y a une baguette comme celle-ci normalement. Ouais. Vous avez pas mal de chance quand même, deux Golf vertes à 300 mètres de l'accident. C'est étonnant, oui. Le policier interroge le propriétaire de la voiture. La baguette latérale là en bas, elle est arrachée depuis combien de temps? Longtemps, j'ai acheté comme ça en fait. Et de l'autre côté, c'est arraché aussi? Ouais, les deux en fait, comme vous pouvez voir sur ma carte grise, j'ai depuis pas très longtemps. Ouais. J'ai acheté comme ça. L'homme a l'air sincère, mais le brigadier préfère quand même vérifier son emploi du temps. Il appelle son employeur pour savoir s'il était bien sur son lieu de travail au moment de l'accident. Je vous appelle parce que j'ai un petit souci avec un de vos employés. J'aurais voulu savoir à quelle heure il avait terminé son service ce soir. Ok, donc il a terminé son service à 19h15. Hein. C'est ça à peu près? Et l'accident date d'avant, donc voilà, c'est tout. On voulait simplement faire une petite vérification. Le propriétaire de la Golf verte est donc innocent. Retour au central dans le 5e arrondissement de Paris. Sans aucun numéro d'immatriculation, il sera très difficile pour les policiers de retrouver la voiture qui a pris la fuite. Le policier fait quand même une tentative sur le fichier national des automobiles. Voilà, donc j'ai entré les critères. Une Volkswagen Golf de couleur verte, immatriculée en 75. Et comme réponse, il me donne 2396 véhicules. Les recherches sont trop... il y a trop d'étendue pour les recherches, c'est pas possible. L'enquête sera donc poursuivie par un autre service. Sur l'autoroute des vacances, un automobiliste a donné l'alerte. Un objet tombé sur la chaussée gêne la circulation. Une patrouille est envoyée en urgence. À grande vitesse, le moindre incident peut provoquer une catastrophe. Au même moment, un gendarme reçoit un appel. Cette fois, il s'agirait d'une agression. Apparemment, ce serait deux personnes qui étaient stationnées sur l'aire de repos et qui se seraient fait agresser par deux jeunes à l'aide d'un sabre. Les deux jeunes lui auraient sorti un sabre sans raison apparente, apparemment. Un sabre sur une aire d'auto? Ouais, on voit de tout. Hein. Les gendarmes cherchent deux hommes et une femme propriétaires d'une Super 5 grise immatriculée dans le Tarn qui auraient menacé un couple de la banlieue parisienne. 75 QV, une 205 grise, juste à côté du... c'est ça là, c'est une 205. Du Citroën, ouais. Il y a 75, c'est le numéro qu'on a. C'était pas une Super 5 en fait? Non, apparemment non, puisqu'on a le numéro et ça correspond à la 205 qui est là, juste derrière le véhicule. Voilà. Ouais, le couple a donné une précision importante. Les agresseurs ont une bouteille de whisky sur la plage arrière de leur véhicule. Avec la bouteille, ouais, c'est bon, c'est ça. À la vue des gendarmes, le propriétaire ne paraît pas très tranquille. C'est quoi le problème avec la voiture? Pardon? Le conducteur de la 205 va donner sa version des faits. À l'entendre, c'est lui qui aurait été menacé par un homme armé d'un couteau. Non, le mec il est venu me voir, moi je parlais, je disais putain, on dirait l'anglais. Il y a un qui vient me voir, il me dit ouais, tu veux tu parles là? Je fais non, rien, je parlais que t'étais anglais, c'est tout. Le mec il fait un bruit, il va se chercher un couteau. Après le whisky, la vodka. Mais les gendarmes ne sont pas venus pour l'alcool, ils cherchent le couteau. Apparemment rien dans la voiture, mais les vacanciers devront se présenter à la gendarmerie pour une confrontation avec leur victime présumée. On va pas y passer 2 heures non plus. Non mais je veux bien, mais s'il a pas porté plainte, moi je me déplace pas quoi. Ah si, de toute façon vous êtes obligé de nous suivre. Ouais. C'est au moment de partir que le jeune homme va commettre une maladresse. En ramassant sa serviette de plage, il tente de dissimuler un objet. Mais un morceau de bois attire l'attention d'un gendarme. Par la serviette, un truc en bois. La serviette, a bien pris. D'après ce que j'ai vu.
Ah, hop, morceau de bois. C'est ça, c'est à moi. C'est quoi ça? Ben voilà. Et c'est quoi ça? Alors pourquoi vous dites que c'est l'autre qui a sorti un couteau alors que c'est vous? Non mais là c'est sorti le couteau. Hein? Là c'est sorti le couteau. Oh, vous l'avez sorti? Moi je l'ai sorti. Après. Alors pourquoi vous l'avez sorti? Parce qu'il ne fallait pas non plus quand on savait pas ce que c'était. Pourquoi vous dites que c'est pas vrai? Parce que c'est lui qui a cherché, que ça me fait chier de me faire embarquer, d'avoir des conneries. Entre faire chier et sortir ça. Il nous a sorti une arme, ça je vous le garantis. Hein? On menace pas les gens avec un machin comme ça. Plutôt de la légitime défense. défense, Quoi. quoi. Non, légitime défense. Non, mais... On l'a pas touché le mec, c'était juste pour impressionner. Non, mais le mec, vous n'avez pas à sortir ça. Même pour impressionner, de toute façon c'est interdit ça. Oui, ça je sais. C'était dans la voiture, c'est pour impressionner. Le mec il nous sort un couteau parce que c'est interdit. Non, non, il y a... C'est interdit, c'est tout. Maintenant ils vont nous suivre et on s'explique au bureau. À la gendarmerie, mauvaise surprise, le couple de présumées victimes n'est pas venu porter plainte. La confrontation devra être mise à plus tard. Ce poignard de 28 cm de long est une arme de 6e catégorie, dont le port est bien sûr prohibé. Lors des auditions, l'homme à la chemise grise reconnaît être le propriétaire de l'arme. Il avoue, c'est lui qui a sorti le couteau pour intimider ses adversaires. Il est donc fiché dans les dossiers de la gendarmerie. Il risque une peine de 3 ans d'emprisonnement et 3 800 € d'amende. Oui, il avait un couteau de cuisine, un petit couteau de cuisine. Moi, effectivement, j'étais armé avec un couteau de plus de 30 cm de long. Vous pouvez comprendre que les gens puissent être impressionnés par un couteau de cette taille-là. On peut se demander qu'est-ce que ça fait dans une voiture. Le but est recherché et justement d'impressionner. D'éviter un combat arme égale. Un combat arme égale, on peut l'accepter. Un combat disproportionné, on le refuse. C'est par sécurité. L'arme est confisquée et placée sous scellé. Les 3 vacanciers peuvent repartir dans le Tarn. Quant au couple qui vit en banlieue, il sera entendu plus tard par la gendarmerie de sa ville. Le procureur de la République décidera des suites à donner à cette affaire. Un véhicule de la gendarmerie est en planque à la sortie d'une aire de repos. On vient d'avoir un appel du bureau, là, nous signalons une grivellerie d'essence au niveau de Valence. Et les auteurs ont pris la fuite à bord d'une BM M3. Donc on se met en stationnement en vue de l'intercepter. Le conducteur est parti de la station-service sans payer son plein. C'est un employé qui a prévenu les gendarmes et leur a donné le modèle de la voiture et la plaque d'immatriculation. La BMW noire vient de passer devant les gendarmes. Ah ouais, je suis devant nous. C'est RM, c'est pas RN. Voyant qu'il est poursuivi, le conducteur de la puissante voiture s'arrête sur le bas-côté. Bonjour, vous êtes arrêté à Valence ou pas? Vous avez acheté du carburant ou pas? Et vous n'avez pas payé? Alors? Et pourquoi? Vous avez quoi là comme papier là? Je fais déplumer par des putains d'arabes de merde là sur une station, je suis pas un mec, je suis fou là. Je suis pas un fou. Ouais, mais pourquoi vous êtes parti comme ça? Vous n'auriez pas pu lui dire. J'ai voulu donner ma carte d'identité, mais je savais pas quoi faire, je suis posé de gens en dessous, je suis tellement dégoûté, monsieur, je vais plus travailler. Je réveille, j'ai plus de temps, j'ai plus rien, j'ai plus d'argent, j'ai plus de portable. Vous avez déposé plainte ou pas? Bah, j'étais à la gendarmerie, j'ai Où ça? J'ai fait ça là, il n'y avait personne. Vous avez bien une attestation de toute façon de dépôt de plainte? Rien, monsieur. Si. Un quart d'heure, j'ai pas trouvé la gendarmerie. Ah, vous n'avez encore pas déposé plainte. Ce que vous allez faire, vous allez nous suivre. On va essayer dans la voiture, il y a 4 km, on va aller au bureau, d'accord? Vous nous suivez, hein? Les explications du conducteur ne paraissent pas convaincre les gendarmes. Apparemment, il s'est fait plumer son argent, donc il dit qu'il n'y a pas d'argent pour payer et ils n'ont pas voulu prendre sa carte d'identité, donc il est parti sans payer. Vous y croyez? Pas trop peut-être, on va voir. Retour à la gendarmerie pour procéder à quelques vérifications. Première étape pour les gendarmes, connaître le montant exact de la grivellerie. 57,36 €. En principe, s'il s'arrange à l'amiable, ça ne va pas chercher loin. Mais maintenant, bon, s'il est connu des faits, si c'est un récidiviste, peut-être que là, ça peut
ça peut lui poser quelques soucis au garçon là. Les recherches sur les fichiers nationaux ne donnent rien. L'homme n'est apparemment pas coutumier des faits. Madame la patronne, elle fait le chèque, on lui envoie et puis ça y est, c'est fini, l'histoire est bâclée. Voilà, donc c'est pour ça qu'on attend ce qu'il compte faire le gérant de la station. Le gérant de la station-service ne portera pas plainte. Il risque d'être convoqué peut-être ultérieurement au tribunal. Grand maximum. Si ça quitte, je pense que ça s'arrêtera là. Le conducteur de la BMW devra donc payer le prix du plein. Il recevra éventuellement un avertissement du procureur. Accidents, dépannages, crevaisons, les gendarmes de l'autoroute répondent en moyenne à un appel toutes les 20 minutes. À 6 h du matin, ils viennent d'être appelés ce jour-là pour un poids lourd qui a heurté une pile de pont. Par chance, aucun autre véhicule n'a percuté le camion. À cette heure-là, l'autoroute est quasiment déserte. Le choc est assez violent, hein. Quand on voit les dégâts de la SMI. Mais bon, le chauffeur s'en sort bien, c'est le principal. J'ai senti la fatigue. Et puis j'ai dit que je m'arrêterais à la prochaine aire de repos pour décontracter un peu. Et puis je me suis endormi avant. Je me suis assoupi et c'est le choc qui m'a réveillé. À bord du camion, aucune marchandise dangereuse. Seulement des étagères en plastique, des bidons de vernis et du carton. Il n'est donc pas nécessaire de couper la circulation. Le gars s'assoupit et d'un seul coup, il se rend compte qu'il est en train de toucher là. Alors il pile. Il freine. La SMI, elle percute le pilier. Et comme le gars transportait des bidons de vernis, ça éclate les bidons de vernis, là, et il y en a partout. La portière a été arrachée avec la violence du choc donc contre le pilier de pont. Hein. Ça a frotté dur. Hein. Voilà tout ce qu'il reste de la portière du poids lourd, un bloc de métal déchiqueté. Passage obligé pour le chauffeur routier, le test d'alcoolémie. Voilà, le contrôle est négatif, c'est bon. Ça fait 16 ans que je roule et c'est la première fois. Ma foi. On va dire ce qu'il y a de bien, c'est que je suis encore vivant et que j'ai tué personne. On va dire qu'on a de la chance dans notre malheur. Cet été, la route a fait 235 morts de moins que l'an dernier. Même lors de ses déplacements en ville, le capitaine Colorig ne relâche pas sa lutte contre la délinquance routière. T'as pas de ceinture? On téléphone pas au volant et on met la ceinture. Il est pas allumé, monsieur. Oui, non, mais la ceinture quand même. Hein. À tout de suite. Même quand vous vous déplacez, vous restez vigilant? Ah mais quand je me rends quelque part, j'emprunte le réseau, le même réseau que tout le monde, et je fais autant que faire se peut. À chaque fois que je constate une infraction, je fais les remarques qui s'imposent aux contrevenants. Et moi, mon rôle, c'est de faire changer les comportements des conducteurs en allant là où ils sont tentés de commettre des fautes comportementales. 235 vies ont été épargnées cet été. Mais pour le capitaine Colorig, le combat contre l'insécurité routière est loin d'être terminé. Le ministre de l'Intérieur parle de délinquance routière. Je vais être un peu plus royaliste que le roi. Moi, je parle de terrorisme routier. À partir du moment où les gens savent ce qu'ils font, à partir du moment où on a 8000 morts par an en France à cause de l'insécurité routière, moi, j'appelle ça du terrorisme.